Jean-François Sylvain, c'est à vous. On vient de voir donc tout ce qui pesait, toutes les difficultés. Alors, généralement, quand la biodiversité baisse, c'est qu'il y a des problèmes d'alimentation, des problèmes d'habitat. C'est un peu les règles. Mais il y a beaucoup d'aspects. C'est très multifacette, cette question de la biodiversité. Et en tant qu'ancien président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, vous êtes biologiste vous-même, on s'est dit que ce serait intéressant de vous entendre pour questionner un peu notre anthropocentrisme. C'est vrai que l'homme a tendance à toujours voir les choses autour de lui de manière assez utilitaire. Et vous allez nous apporter plein d'informations. Alors, dans un temps réduit, parce qu'il faut qu'on ait comme quelques questions et le temps de vous les poser. Mais c'est à vous pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. C'est un grand honneur de pouvoir être ici parmi vous. Je ferai juste un petit aparté. Quand on voit l'évolution tout de même des politiques actuelles en faveur de la biodiversité, je mets un petit bémol à ton optimisme depuis 2 ans, Oui. avec des régressions majeures au niveau international et au niveau national. Donc je vais vous parler d'un enjeu, donc d'une ambition, c'est celle d'une végétalisation urbaine favorable à la biodiversité. Alors, ça marche. Bon, les principaux points que j'ai évoqués, là, je vais pas détailler cette diapositive puisqu'on va la passer en revue. Donc, le premier point sur lequel je voudrais discuter, c'est verdir, végétaliser la ville. C'est une dynamique récente, tout de même, dans un contexte lié aux changements globaux. L'urbanisation, de par son extension, son intensité, est une des activités humaines qui a conduit à la plus grande homogénéisation des milieux. En effet, les villes vont homogénéiser les milieux, leur environnement physique, car en fait, elles sont construites pour répondre aux besoins relativement étroits d'une seule espèce, la nôtre, Homo sapiens. L'urbanisation accélérée et les changements de mode de vie qui en découlent entraînent une perte de biodiversité et une diminution aussi, on l'a dit, du bien-être des populations humaines, due en particulier à la réduction des interactions et des expériences directes avec la nature. Donc ça a été évoqué ce matin, etc. On y reviendra. Des travaux récents. Alors là, c'est une modélisation que vous voyez ici, entre 1800 et 2100, mais on va dire 2020. Travaux récents, c'est de Richardson en 2025, illustre cette diminution de la relation à la nature chez les habitants des villes. Et alors, je me suis amusé à vous mettre le panneau chevreuil. Pourquoi ? Parce qu'en exagérant un petit peu, c'est des fois le premier contact avec la nature, si j'ose dire, que connaissent certains jeunes urbains quand ils prennent l'autoroute pour partir en vacances. Bon, j'exagère, mais bon, vous me comprendrez. Sachant qu'à l'échelle mondiale, l'urbanisation va s'accroître, c'est pas terminé. Vous avez ici des figures qui vous montrent un certain nombre de hotspots d'urbanisation. Bon, la Chine, par exemple, que connaît bien notre ami, etc. Ce sont des endroits où l'urbanisation a connu un développement extraordinaire dans les dernières années. Donc, comme elle va se continuer, on a besoin de mieux comprendre les incidences écologiques de ce processus d'urbanisation. Alors, historiquement, Nancy, alors moi, je suis pas nancéen, je suis toulois d'origine, mais je vous rappelle que pour les Toulois, Nancy est un faubourg de Toul, donc ça c'est voilà. Alors, et même s'il faut garder à l'esprit les surfaces de jardin, on voit un petit peu sur le schéma, sur la figure géoportail, mais pas tellement que ça. Nancy, pour moi, mais vous pouvez ne pas être d'accord, est une ville très minérale, où les grands espaces verts sont ou récents, la Pépinière par exemple, ou ont été inclus assez tardivement dans les limites de la ville. Je pense au parc Sainte-Marie par exemple. Cette tendance s'est prolongée longtemps avec de dramatiques phases de destruction des quartiers historiques et une densification humaine, je dirais intense, comme dans les années 60-70,
Une tendance à la bétonisation qui s'est quand même prolongée jusqu'à peu, au vu du quartier de la gare ferroviaire et de la gare routière, qui sont tout de même de véritables îlots de chaleur potentiels. Les changements globaux, et plus spécifiquement le changement climatique et l'évolution des priorités, heureusement, d'une partie des citoyens, a conduit progressivement à un changement de regard sur la place de la nature en ville. Et ça, partout en Europe, y compris, bien entendu. Lutter contre les îlots de chaleur, diminuer les pollutions aériennes de tout ordre, s'interroger sur l'intensité et la forme aussi des éclairages publics, pas éclairer le ciel, mais éclairer le sol, réduire la place de la voiture, verdir la ville, améliorer le cadre de vie et la santé mentale et physique des urbains et favoriser dans le même temps la reconnexion de ses habitants avec la nature sont devenus aujourd'hui des priorités. Alors, on va évoquer un peu les aspects étatiques, si j'ose dire. Vous savez qu'il y a une stratégie nationale pour la biodiversité 2030 qui a été mise en place. Et la mesure 21 de cette stratégie vise à ramener de la nature en ville pour s'adapter aux conséquences du changement climatique et améliorer le bien-être des citadins, ce qu'on vient de dire avant. Avec 2 actions, inciter à la restauration des milieux naturels dans les zones urbaines, et en particulier dans les quartiers les plus défavorisés, sans porter atteinte aux objectifs de densification, on évoquait ça ce matin, et de lutte contre l'étalement urbain. Et la 2e action, c'est de réviser le plan nature en ville, en renforçant les objectifs de restauration et de désimperméabilisation. Alors là, je vous ai montré la devanture du plan nature en ville, ainsi que ces 4 axes. Améliorer la connaissance, alors pour nous scientifiques ça parle bien, préserver et restaurer la nature dans les stratégies territoriales, maintenir et développer la nature en ville dans des projets d'aménagement, fédérer les acteurs pour développer une culture partagée autour de cela. Bon, j'irai pas plus avant dans cette présentation de cette stratégie gouvernementale qui est quand même aujourd'hui, il faut le savoir, confrontée à quelques petites difficultés de financement. Ces changements de regard par rapport à la nature en ville, l'émergence de stratégies allant du national au local, ont stimulé, vous le savez, de multiples actions en faveur du verdissement des villes. Les programmes de plantation d'arbres, par exemple, peuvent contribuer de manière positive aux stratégies d'adaptation au changement climatique et à la réduction aussi de certaines pollutions. Et cela, finalement, de manière de plus marquée, si on peut dire, d'autant plus marquée que les surfaces plantées vont être importantes. Si on crée des parcs en ville ou des forêts urbaines de grande superficie, alors que les baisses de température qui sont attendues des plantations d'arbres linéaires dans les rues ou les toitures végétalisées vont apporter des diminutions plus faibles. Certaines de ces actions mériteraient toutefois d'être confrontées au crible d'une analyse scientifique. Je pense ici aux critiques qui ont été faites sur les forêts urbaines de type Miyawaki, qui ont connu tout de même et qui connaissent encore dans certains endroits un grand engouement, aux difficultés qui ont accompagné ou qui accompagnent le développement des toitures végétalisées, ou les limites de la multiplication des ruches en milieu urbain. Heureusement, je pense qu'on en est un peu sorti. Il y a eu un moment, c'était la frénésie. Un accroissement exponentiel des publications sur la nature en ville a accompagné cette dynamique positive. Et là, ça montre bien que la première priorité du plan nature en ville que je vous ai montré, améliorer la connaissance, prend ici toute son importance. Alors la biodiversité urbaine, finalement, elle est tout de même soumise à des pressions multiples, des processus adaptatifs et des opportunités. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette biodiversité urbaine ? Les villes génèrent donc des pressions multiples sur les organismes vivants, y compris nous-mêmes, faut peut-être pas l'oublier. Voilà. On peut lister beaucoup de pressions négatives, la prévalence des habitats artificiels et des surfaces artificialisées, la faible occurrence des espaces végétalisés par contre, les pollutions chimiques de différentes natures qui vont du sol à l'atmosphère, les pollutions lumineuses, les pollutions sonores, des ressources alimentaires limitées pour les non-humains,
des facteurs de stress de toute nature, des îlots de chaleur, des difficultés d'accès à l'eau. On l'oublie souvent, pour là aussi les non-humains. À cela s'ajoute le changement climatique, parlons plutôt de changement que de réchauffement, aux effets souvent accentués en ville du phénomène de l'urbanisation. À l'inverse, les villes peuvent offrir des habitats particuliers à certaines espèces. Pensez aux combles d'églises, par exemple, dans les villages ou dans les villes, qui vont abriter certaines espèces de chauves-souris. Pensez aux infrastructures souterraines, souvent chauffées, qui, elles, vont être favorables aux rats ou aux moustiques, j'y reviendrai. Les villes peuvent offrir des ressources alimentaires abondantes et faciles à atteindre, les poubelles chères aux ratons laveurs en Amérique du Nord, mais aussi chez nous aux renards ou aux fouines. Je ne sais plus à qui je parlais des fouines qui sont assez fréquentes, sans parler des sympathiques corvidés et des pigeons. Et puis les villes offrent un certain relâchement par rapport un certain abri par rapport aux pollutions associées aux pesticides agricoles. Alors, face à ces pressions et ces opportunités, les espèces, qu'elles soient animales, végétales, fongiques, vont réagir différemment et on peut distinguer avec Callaghan et al. En 2021 des espèces qui ne tolèrent pas les environnements urbains et vont donc carrément les éviter, les urbanophobes, des espèces qui sont capables de s'adapter à la ville et d'utiliser des surfaces plus ou moins urbanisées, on va dire des espèces adaptées, et des espèces qui sont capables de coloniser, de prospérer en ville, donc les urbanophiles. Alors, il faut faire attention que le fait de voir une espèce en ville, ça ne veut pas dire qu'elle est adaptée à la ville. Attention. Alors, on rappelle un peu dans les urbanophiles, l'écureuil gris, le renard roux, le faucon pèlerin, corneille noire et tourneau sansonnet, pigeon bisé, pie bavarde, moineau domestique, la liste est longue. Alors, j'y vais en venir, les perruches. Simplement, je suis un peu animal, moi, plutôt, je m'en excuse, voilà. Ces différences dans l'utilisation du biome humain vont réduire la composition des communautés animales, végétales, etc., qui sont présentes en ville par rapport à ce qui serait possible en dehors, à ce qu'elles représenteraient hors de la ville. Les scientifiques considèrent donc que l'urbanisation affecte la composition des communautés, par exemple aviaires, mais pas seulement des villes européennes, en augmentant ce qu'on appelle l'homogénéisation biotique. Voilà. On pourra revenir dessus après. Si on rajoute aux facteurs urbains les effets du changement climatique, on pourra dire avec Subhas Gutner et al. En 2023 que le changement climatique et l'urbanisation sont parmi les menaces sur la biodiversité les plus pernicieuses et celles qui croissent le plus rapidement aussi. Et que les effets interactifs de l'urbanisation et de l'accroissement des températures devraient se manifester de manière additive, synergique et antagoniste dans différentes régions et différents contextes. Donc on est tout de même devant des choses qui sont relativement importantes à ce niveau-là. Les travaux de recherche qui portent sur la biodiversité romaine, vous avez ici des schémas qui vous le montrent, se sont multipliés de manière exponentielle depuis les années 90 et ont porté sur un grand nombre de taxons. Vous avez le camembert là qui vous montre que c'est surtout sur les plantes et les oiseaux qu'ont porté les études. Et ça continue encore un petit peu, on le verra. Alors, pourquoi certaines espèces sont-elles capables de s'adapter aux villes et pas d'autres? Et puis, qu'est-ce qu'il advient sur le long terme des espèces qui sont justement engagées dans des processus d'adaptation aux villes? Est-ce que ces processus vont aboutir ou, au contraire, échouer? On va s'intéresser ici d'une part aux insectes et d'autre part aux oiseaux. Alors ici, je vous ai montré simplement une photographie d'un hyménoptère apidé et d'un diptère syrphidé parce que je vais vous en parler. Attirer les insectes pollinisateurs en ville est un objectif, je crois, partagé par de nombreux plans de végétalisation urbaine. La présence de jardins, la multiplicité des balcons fleuris, les toitures végétalisées, les espaces végétalisés sont censés offrir des ressources multiples aux insectes pollinisateurs que vous avez ici. Cela marche, mais peut-être pas pour tout le monde, pas pour toutes les espèces. Jacob et al. En 2023 montre ainsi que les communautés d'abeilles sauvages présentes sur les toitures végétalisées de la ville d'Anvers, en Belgique, sont composées d'espèces sociales à large spectre alimentaire et qui nichent au sol.
Ces structures favorisent des espèces, les toitures végétalisées, généralistes, au détriment d'espèces spécialistes aux capacités pollinisatrices plus grandes. Ça rejoint un petit peu ce qui nous a été montré sur les plantes urbaines ce matin. Cette étude montre aussi la très faible présence de diptères syrphidés. Là, à droite, le syrphidé, c'est de très beaux animaux. Un autre groupe de pollinisateurs dont les larves à l'écologie particulière ne trouvent pas sur place, dans ces toitures végétalisées, ressources et habitats qui leur sont indispensables. Donc elles ne peuvent pas se développer. Si on se tourne vers les papillons, qui est un autre taxon emblématique du verdissement des villes, si j'ose dire, et d'une renaturation réussie, Cooper et al. En 2024 montrent qu'en général, les communautés de papillons ont une relation négative avec les surfaces les plus urbanisées, où les habitats naturels sont les plus fragmentés. Cela rejoint les constats d'une autre équipe, Callaghan et al. En 2021, qui montre que la majorité des 158 espèces européennes qu'ils ont prises en compte dans leur étude évitent les zones urbaines, et cela tout particulièrement dans le cas des espèces spécialistes. Ça rejoint le même concept. En contraste avec ces résultats, d'autres auteurs insistent sur le rôle de hotspot de biodiversité pour les pollinisateurs que représentent les jardins résidentiels, ou communautaires, et d'autres insistent sur les bénéfices d'une gestion active des espaces verts plutôt que chercher à augmenter ces surfaces d'espaces verts. Alors si on prend maintenant l'exemple des oiseaux, on va aborder une autre question. Il est nécessaire de savoir si dans les habitats urbains, les oiseaux et la faune sauvage en général sont capables de se reproduire et de survivre pour maintenir des populations autosuffisantes viables, ou s'il s'agit de populations puits, incapables de faire cela et composées principalement d'immigrants venant des habitats ruraux proches. Vous voyez le concept, Soit vous reproduisez en ville et ça continue, soit vous avez besoin toujours d'importer des immigrants. Alors récemment, ça sort pas très bien, récemment est paru dans la collection Monde sauvage de l'éditeur Actes Sud, que beaucoup d'entre vous connaissent, un livre qui s'appelle La mésange et la chenille, écrit par Jacques Blondel, Anne Charmentier, Claire d'Outrelan et Philippe Perret. Jacques Blondel a été un des grands pionniers de l'écologie en France. Anne Charmentier et Claire d'Outrelan sont ses brillantes élèves, il y en a d'autres, et Philippe Perret l'a accompagné en tant qu'ingénieur de recherche. Et cela fait 50 ans que Jacques Blondel a lancé la première étude sur les mésanges bleus méditerranéennes. Bon, elle n'est pas méditerranéenne celle-là, mais c'est pas grave. Depuis, l'acquis des connaissances sur cet oiseau qui est quasiment la drosophile du monde aviaire est considérable, et je vous invite vraiment à lire ce livre passionnant. Alors, écrire sur un problème de recherche, ça semble être le pire truc à lire, et en fait, ce bouquin est réellement passionnant et facile à lire. Alors, Blondel et son équipe se sont intéressés à l'adaptation de cette mésange bleue au milieu urbain. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que les mésanges des villes sont plus petites et plus ternes. La pollution urbaine et le régime alimentaire des oiseaux citadins ne leur permettent pas de développer des ornements aussi colorés que leurs voisines des forêts. Les mésanges urbaines se distinguent des forestières sur tous les caractères que l'on a pu mesurer, que Blondel a mesuré son équipe, morphologiques, traits de reproduction ou comportement. Ces caractéristiques sont partagées par un grand nombre de mésanges urbaines en Europe. C'est pas propre, naturellement, à Montpellier. Ce phénomène urbain n'est pas le résultat de la sélection naturelle, puisque les oiseaux urbains sont plus petits et plus explorateurs, n'ont ni une meilleure survie, ni un meilleur succès reproducteur que les forestiers. Et Blondel conclut, les temps sont durs pour les oiseaux urbains. Donc ça, c'est pas très favorable, parce que ces oiseaux urbains sont naturellement confrontés aux contraintes et au stress imposés par le milieu urbain. J'arrête en 2020 ne disent pas autre chose en montrant que les mésanges urbaines, alors là je vous montre une mésange chez moi en train de rapporter une chenille à son nid, un nid artificiel ici, et ça c'est la meilleure nourriture pour élever des jeunes. Ce sont des chenilles de lépidoptère. Voilà. Et vous avez ce schéma qui montre que les mésanges urbaines sont obligées de voyager beaucoup plus loin que les mésanges forestières pour rapporter une nourriture qui, en fait, est moins bonne.
Et c'est le schéma suivant. Vous avez ici, si vous regardez en haut dans la ville, donc vous avez en fait la proportion de chenilles, ici avec la flèche, est plus faible que dans le cas des mésanges forestières. Et donc les oiseaux vont être obligés de se rabattre sur d'autres types d'insectes qui sont beaucoup moins pertinents pour alimenter leurs jeunes. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors Blondel, toujours dans son bouquin, écrit « On commence un nouveau programme de recherche qui vise à comprendre et à prévoir l'impact des effets interactifs du changement climatique et de l'urbanisation sur l'évolution de la dynamique des populations de mésanges. Est-ce que les urbaines sont préadaptées au changement climatique car elles vivent dans des villes réchauffées, entre guillemets, depuis des décennies, ou bien souffrent-elles d'une double peine en subissant les contraintes combinées d'un climat altéré et de la pollution urbaine ?» En quelques mots, tout est dit de la situation de beaucoup d'espèces urbaines et des questions qui se posent à leur propos. Je ne détaillerai pas ce schéma, j'aurais peut-être dû l'enlever, mais qui montre la complexité des mécanismes interspécifiques et spécifiques que l'on va pouvoir lister dans le cadre des milieux urbains. Voilà. Sumaguster et al. En 2023 apportent un début de réponse au constat qu'a fait Blondel et son équipe. Les données suggèrent une réponse coordonnée et régulée à l'environnement urbain avec des changements dans l'expression et la méthylation des gènes impliqués dans le stress et les réponses immunitaires et inflammatoires. C'est-à-dire que tous ces éléments négatifs vont influer naturellement sur l'expression des gènes, etc. On pourrait objecter à ces constats le fait que certains humains s'efforcent de contribuer à l'alimentation des oiseaux et à la mise à disposition de nichoirs, mais le risque est ici de ne pas fournir des bons aliments, et de l'autre aussi, et ça monte un peu avec les travaux de la LPO et du muséum, de favoriser certaines espèces et donc de contribuer à nouveau à l'homogénéisation des communautés aviaires urbaines. En conclusion, nous devons quantifier en parallèle l'accroissement de la biodiversité potentielle dans les zones urbanisées, si elle existe, et en même temps la perte de biodiversité qui va résulter de l'urbanisation. Végétaliser la ville et développer la biodiversité urbaine, est-ce que c'est vraiment une même ambition, ou s'agit-il de deux logiques différentes et parfois opposées en termes d'objectifs, de temporalité et de contraintes? Végétaliser, verdir la ville répond à une attente forte, on l'a dit ce matin de la part des citoyens, nécessite donc des réponses rapides. Le temps de l'élection est celui d'une génération humaine, et cela doit être d'un coût acceptable aussi pour la communauté. Cela va se faire sous la forme de plantation d'arbres, de création d'espaces végétalisés, d'aires récréatives, de désimperméabilisation de certains parcours, de remise à l'air libre de certains cours d'eau ou canaux, de limitation des éclairages nocturnes, etc. La liste est longue. En résultant à cela, des composants de la biodiversité peuvent être favorisés, mais à l'évidence pas tous. Faire du développement de la biodiversité urbaine une priorité, cette fois-ci, implique une approche écologique holistique, large, qui vise à sinon reproduire, du moins à mimer, je dirais le mieux possible, dans le périmètre urbain, le fonctionnement d'habitats naturels susceptibles d'héberger des communautés animales, végétales, fongiques, qui soient à la fois fonctionnelles, mais en même temps durables. Ça peut se faire à condition de disposer de surfaces significatives, où les processus écologiques et évolutifs pourront agir sur le temps long, dans un contexte de réduction aussi forte que possible des pressions urbaines. Et puis partie aussi, si on adopte une forme de logique, j'y reviendrai, de libre évolution. Les objectifs, donc, de favoriser le bien-être humain, et la reconnexion à une certaine forme de nature d'un côté, favoriser la présence d'une biodiversité fonctionnelle et durable de l'autre, les temporalités, les contraintes et en particulier le besoin de réduire les pressions inhérentes à la ville,
ne sont pas les mêmes. Si on veut plus de nature en ville, y garder et sauvegarder plus de biodiversité et mieux, bien sûr, dans le même temps, connecter les humains à la nature, un élément essentiel donc pour permettre un futur durable à notre espèce, si les gens en sont convaincus, il faut aller au-delà du simple verdissement urbain et considérer la nature comme une opportunité de développement et non comme une contrainte. Mais là, les politiques ont à faire des choix, naturellement. Alors, les humains et les non-humains en ville, les atouts et les limites d'une cohabitation. La biodiversité, bien sûr, elle ne se résume pas à des espèces utiles. Une collègue de mon institut de recherche, il y a quelques années, m'a dit un jour, les moustiques, c'est pas la biodiversité. Bien si, les moustiques font partie de la biodiversité et jouent un rôle écologique significatif. Vous n'avez qu'à demander aux poissons, aux oiseaux, aux chauves-souris, aux geckos, etc. Or, il y a des moustiques qui ont su tirer avantage d'un élément emblématique de la ville, le métro. À l'exemple de Culex pipiens molestus, longtemps appelé le London Underground Mosquito, même si on croyait qu'il avait connu une spéciation dans le métro de Londres. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'une étude récente a fait remonter son adaptation aux environnements humains à des temps beaucoup plus anciens, et cela au Moyen-Orient. Mais il n'en demeure pas moins que ce moustique Culex pipiens molestus s'est adapté aux micro-habitats souterrains d'Europe du Nord depuis le début du XXe siècle, où il a développé d'ailleurs un trait physiologique particulier qui permet aux femelles de développer leurs œufs sans avoir pris un repas de sang. Un moustique, ça pique. Une moustique femelle pique. Voilà. Et le mâle, il pique pas. Signe potentiel d'une évolution urbaine en cours. Donc, la biodiversité, elle ne se résume pas aux espèces jolies, cute en anglais, ou ayant des relations positives avec les humains. En plus des moustiques inféodés au métro, les villes hébergent, je vous ai mis comme petit panel de petites bêtes sympathiques là, des colonies de rats, qui sont d'ailleurs d'autant plus nombreuses que l'urbanisation est intense. Si vous voyez la première colonne ici, c'est l'accroissement de température sur le long terme. C'est le premier facteur qui va faire augmenter les populations donc de rats en ville, avec après l'urbanisation. On a aussi des vols des tourneaux qui vont polluer les trottoirs ou les voitures, des perruches à collier dont les cris suscitent dans beaucoup d'endroits des plaintes des riverains qui demandent aux municipalités de se bouger, voilà, pour les enlever, sans parler des pigeons ou même du frelon asiatique. J'ai appris récemment que finalement le frelon asiatique était très urbanophile. Donc il y a beaucoup de frelons asiatiques qui vont faire des nids en ville. Dans une ville que je connais bien, Montréal, les écureuils gris sont considérés comme des rats et causent d'innombrables dégâts dans les jardins. Les ratons laveurs sont de redoutables détrousseurs de poubelles. Et l'inquiétude monte à leur propos dans le sud du Québec avec le retour de la rage depuis les États-Unis. Alors ça peut arriver en France parce qu'il y a énormément de ratons laveurs dans le Grand Est. Et puis, si une moufette à Montréal prend domicile chez vous, il vous reste plus qu'à appeler une institution spécialisée pour l'enlever avec délicatesse, parce que sinon, c'est vous qui devez sortir de la maison le temps que l'odeur disparaisse. On note aussi dans cette ville la présence, alors je pense pas qu'on ait vraiment ça chez nous, de fourmis charpentières, mais qui profitent du fait que les habitations sont en bois. C'est terrible. En Amérique du Nord, la présence de coyotes, vous avez ici sur la gauche une photo d'un sympathique coyote, suscite dans les périphéries urbaines, suscite régulièrement titres de journaux et surtout mobilisation des équipes municipales. Il semble qu'il en aille de même, alors c'est pareil aussi avec les ours, vous avez ici un ours noir, et il semble qu'il en aille de même en ce moment au Japon. Il y a plusieurs des phénomènes comme ça au Japon. Alors je vous ai mis ici un animal un peu plus spécifique, c'est un léopard. Et c'est le cas de Bombay et des fameux léopards du parc Sanjay Gandhi, autour duquel Bombay a été construit en fait. Le parc, la forêt existait avant. C'est un léopard consommateur de chiens, mais aussi de temps à autre d'humains. Des fois des jeunes humains, c'est pas très drôle, quoi. Voilà. Mais, comme vous le savez, les bases philosophiques et religieuses de la relation de la nature sont différentes en Inde par rapport à chez nous. Et cette surprenante cohabitation perdure jusqu'à présent. C'est très surprenant.
Et on notera d'ailleurs que les léopards semblent, de par le régime alimentaire, les chiens en particulier, diminuer la prévalence de la rage transmise donc par les chiens, comme quoi le nuisible, un terme qu'on aime bien ici, ne l'est toujours qu'en partie. Il faut aussi évoquer la question du lien entre développement urbain et émergence de zoonoses, les maladies transmises à l'homme par les animaux. Lorsque le développement urbain entraîne la destruction et la raréfaction des habitats naturels d'espèces susceptibles de transmettre des zoonoses, qui sont voisines de la ville, ces espèces vont se rapprocher ou bien des habitats urbains, humains, ou des animaux d'élevage. Alors, ce qu'on aurait pu dire tout à l'heure, c'est le fameux travail de Baron en 2018, qui montre qu'aujourd'hui, les humains et les animaux d'élevage, en termes de biomasse, c'est 20 fois plus que ce qui reste de mammifères sauvages et d'oiseaux sauvages. Regarde le poids général, c'est ça de la diversité sur Terre. Jean-François Sylvain, allez à la conclusion pour qu'on puisse avoir un petit peu de temps de questions, si vous le voulez bien. T'as pas de questions? Sachant que vous avez encore pas mal de petites choses, vous avez prévu de parler du GISFI, j'ai vu dans vos... Oui, alors, naturellement, la situation de Nancy est différente, parce qu'entre autres, il n'y a pas... Il y a pas trop de léopards. Il y a pas on peut végétaliser sans problème. Donc, j'essaye d'aller... Oui, mais... Alors, végétaliser la ville sans oublier de protéger les milieux humains périurbains, forêts périurbaines, forêts de protection, zones humides. Bon, alors vous connaissez bien la région. Je voulais juste insister sur le fait, ça a été dit ce matin, que Nancy, qui est là au centre, est entourée par des surfaces végétalisées importantes, la forêt de haies en particulier, et des structures qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, les ZNIEF. Donc vous avez ici, par exemple, Plateau de Haies et Bois-l'Évêque, c'est une très grande ZNIEF de type 2. Et vous avez en vert plus foncé des ZNIEF de type 1. Vous avez au nord d'autres ZNIEF. Donc, en fait, la ville, qui de mon point de vue est relativement minérale, est entourée par des zones non pas obligatoirement protégées. Il y a aussi le plateau de Malzéville qui est un site Natura 2000, mais aussi par ces ZNIEF. Et l'important, le take-home message, c'est qu'il faut surtout préserver ces zones. Préserver ces zones je dirais, de l'artificialisation, de l'installation, d'activités humaines, de ZAC, de choses comme ça. Parce que si on veut préserver et faire fonctionner la biodiversité humaine, il faut que les interactions entre la ville, son centre, et ces zones beaucoup plus végétalisées puissent se faire et continuer à se faire. Donc il faut les préserver du développement d'infrastructures de différentes natures, y compris d'ailleurs les ENR, mais ça c'est un autre dada. Voilà. Donc, et puis l'autre point que tu évoquais, c'est les préserver des énergies renouvelables parce qu'il peut y avoir des impacts sur la biodiversité importants de la part. Tout à fait. Mais ça sera un autre sujet. On pourra en refaire une séance là-dessus. Alors les villes, du fait de leur histoire et puis du développement économique et industriel, ont généré donc ce qu'on appelle des friches industrielles, qui aujourd'hui sont d'anciennes friches industrielles, et on peut rajouter aussi les anciens terrains militaires. Et de façon assez étonnante, ces friches industrielles, elles abritent très souvent des espèces protégées. Et des fois des populations importantes d'espèces protégées. C'est pour ça qu'on est plusieurs à insister, et j'ai eu l'occasion de travailler, de faire un exposé dans le cadre justement du GIFCI en 2021 sur l'intérêt de ces friches. C'est GISFI, il y a une petite erreur. Pardon. GIFCI, voilà. Non, GISFI. Voilà, c'est le groupement d'intérêt scientifique. Groupement d'intérêt scientifique des friches industrielles. Des friches, voilà, ouais. Donc, les anciens sites industriels peuvent, hors transformation préalable, servir d'habitat à des éléments de la faune et de la flore, du fait de la relaxation locale souvent durable, de la pression anthropique, et aussi de l'absence de prédateurs. Et on peut inclure sous forme de sites protégés, d'anciens sites comme cela, dans la trame verte et bleue et un réseau d'aires protégées. Et c'est une option, et j'irai seulement jusque-là, qui peut s'inscrire dans une stratégie dynamique de la conservation de la biodiversité en zone urbaine, pardon. Alors, pour qu'on va arriver à la conclusion, je m'excuse d'être toujours trop long, mais bon, là on m'a offert du temps, donc j'en ai profité un peu. Ça permet aussi de voir les différents aspects auxquels il faut être attentif pour pouvoir envisager, et notamment ces connexions que vous avez quand même évoquées, entre le fait qu'on peut pas faire de la végétalisation en ville si jamais autour il y a... Exactement. Donc pour ça, et on peut quand même compenser, de ce fait. Je dirais, non pas des lacunes, mais des contraintes d'une ville
qui par son histoire peut être relativement, j'ai appelé minérale, c'est peut-être pas le bon terme, par le fait qu'elle est entourée justement. Il y a quand même une partie préservée autour. Donc si on part, je dirais, du centre-ville vers les zones périphériques où il y a des jardins, etc., et ensuite des zones plus éloignées où il y aura encore plus d'espaces végétalisés jusqu'aux forêts périurbaines, éventuellement de protection comme la forêt de haies, on va pouvoir travailler comme ça. Alors je voulais juste dire aussi, ce matin je l'ai évoqué, il y a des chercheurs japonais qui se sont, non pas amusés, mais qui ont essayé de modéliser un petit peu ce concept de land sharing, land sparing au niveau urbain, pour dire que selon le degré de densité humaine, donc le land sharing, c'est le fait de partager l'espace entre des espaces des îlots urbanisés et des zones qui restent relativement vertes, et le land sparing, c'est de séparer tout cela, avec des grandes surfaces végétalisées, des forêts urbaines par exemple, et des zones urbaines beaucoup plus intensives. Et il montre que selon le degré d'urbanisation, les deux options peuvent être intéressantes. Alors je le conclurai maintenant, rapidement, en disant que l'on peut, donc je passe là-dessus, on peut associer les deux ambitions d'une végétalisation urbaine favorable aux humains et aussi aux non-humains, mais il faut raisonner global et sortir d'une vision encore beaucoup trop anthropocentrée et utilitariste de la nature en ville. C'est possible de végétaliser la ville pour améliorer le bien-être des humains, ça marche, on le voit avec la résorption des îlots de chaleur. Végétaliser la ville pour améliorer l'accueil et le bien-être des non-humains est aussi un impératif, car le bien-être humain nécessite une reconnexion à la nature, à une biodiversité qui soit à la fois plurielle et fonctionnelle et non pas anecdotique et choisie. Donc ces deux ambitions peuvent se rencontrer, et comme je viens de le dire, on peut profiter de la structure, je dirais, géographique des villes pour y arriver. Donc pour nous ici à Nancy, la présence de la forêt de haies en particulier, qui est un énorme massif forestier, etc. Donc il faut que les décideurs et les aménageurs puissent penser global, sortir de cette approche souvent encore vraiment trop anthropocentrée. C'est un peu normal. On cherche d'abord à assurer le bien-être des humains, que ce soit aussi des électeurs. Quand on détruit le loup en France, on oublie que le loup ne vote pas. Donc il a difficilement voix au chapitre. Vous m'excuserez de ce parallèle, mais bon, c'est pas grave. Alors, en conclusion, ce ne seront probablement pas les villes qui sauveront la biodiversité mondiale, comme le croient certaines personnes. Il faut être lucide. Mais elles peuvent y contribuer, et surtout dans le même temps, et c'est peut-être là le plus important, les villes peuvent continuer à faire évoluer les mentalités des générations actuelles et futures pour qu'elles soient bien conscientes que l'espèce Homo sapiens est une composante de la biodiversité et que cette espèce qui a développé une gigantesque aptitude à transformer son environnement a en conséquence d'énormes responsabilités vis-à-vis des non-humains. Tous les autres, on en est quelque part un peu responsable aujourd'hui. Alors il faut veiller à les protéger. Merci. Merci beaucoup à vous, Jean-François Sylvain. Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, il faut réfléchir à quoi ça va nous servir, mais il faut aussi penser cette végétalisation à travers la logique de la nature elle-même. Alors, on ne la connaît pas, mais en tout cas, des processus naturels qui vont permettre aux animaux d'être aussi à l'aise. C'est que ce soit pas juste dans un processus qui nous concerne nous. Alors je sais pas si c'est un bon résumé, mais enfin c'est un des éléments que j'ai compris, c'est-à-dire que oui, regarde à travers le prisme finalement fonctionnement naturel et pas forcément à travers l'utilitarisme à la façon des hommes. Est-ce que vous aviez envie de poser des questions? Est-ce qu'il y a des aspects, parce qu'on a fait une sorte de tour d'horizon grâce à vous, Jean-François Sylvain, de encore une fois tous les points d'attention à avoir quand on pense végétalisation, aussi avec le pendant animal, quels sont les animaux qu'on va aussi apporter en même temps et est-ce qu'ils sont souhaitables ou pas? Est-ce que vous aviez envie de préciser quelques aspects derrière cette intervention? Oui, alors allez-y. C'est une réaction à la conclusion immédiate. Vous avez dit qu'il fallait sortir de l'ambition utilitariste en particulier, et je ferai remarquer que l'espèce humaine est la seule espèce qui n'a plus de prédateurs et qui n'a plus de mécanisme de régulation dans toute la nature. Et donc, est-ce que ça signifie, votre conclusion, qu'il faut revenir à cette situation hantée
dans laquelle nous avions des prédateurs et nous avions des mécanismes de régulation. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire par là, ce que je veux dire par là, et ça dépasse d'ailleurs le niveau de la biodiversité urbaine, c'est qu'aujourd'hui, l'humain, malgré tout, a tout de même transformé l'ensemble de la planète. Quand je repars sur le travail sur les biomasses, aujourd'hui, le monde sauvage ne représente plus qu'un pouillème de la réalité en biomasse du monde vivant, en dehors des plantes. Je parle là toujours pour le monde vivant animal. Donc on a complètement transformé la planète et on va continuer à la transformer. Sans parler des risques liés à quelques fous qui peuvent nous envoyer des choses sur la figure, mais si on reste dans une logique, on a complètement transformé cette planète. Et on a vu, au travers de ce qui a été dit avant moi, combien il est important de préserver une biodiversité à la fois mal connue encore, parce qu'on ne connaît pas tout, loin de là, surtout dans le micro, et donc quelque part on dépend pour notre vie quotidienne. Donc quelque part il faut arriver à changer la vision de beaucoup d'humains pour qu'ils arrivent à se dire on est responsable des autres aujourd'hui du fait de notre force technologique, si j'ose dire, des non-humains. J'aime bien ce terme de non-humains, même si on fait partie de la biodiversité. Et donc, quelque part, ça a été une des ambitions de ces dernières années, c'est de monter la protection et la préservation de la biodiversité au même rang des enjeux que celui du changement climatique, par exemple. Excusez-moi, mais vous ne répondez pas à ma question. Non, mais je vous ai dit non. On n'est pas dans une idée de rétablir un prédateur des humains, si c'est bien ce que j'ai compris. Oui, parce qu'il y a cette question aussi entre les partisans de la biodiversité et les personnes qui subissent, entre guillemets, les réimplantations. Je discutais avec un éleveur dans les Pyrénées il y a quelques semaines et qui me disait, voilà, quand l'ours arrive dans la plaine à côté de Toulouse, on voit les services de sécurité. Et par contre, nous, on doit se le coltiner aussi tout le temps. On peut tomber sur des ours à tout moment. Et ça fait pas tellement périr les éleveurs sur place, quoi. Si on peut, soit on considère qu'on doit avoir une biodiversité choisie. C'est un peu ce que j'ai essayé d'évoquer sur la ville. Dans des espèces jolies, des espèces sympathiques, dont les relations avec nous sont détendues. Voilà. Soit on veut une biodiversité fonctionnelle. Et une biodiversité fonctionnelle, il y a tout de même des régions en France où le loup reprend son rôle de régulateur des ongulés sauvages. Dans beaucoup d'endroits, mais tout de même. Alors les chasseurs, ils aiment pas trop ça non plus. Donc, si on veut une biodiversité qui soit, le terme complet ne serait pas très scientifique, mais qui soit réellement fonctionnelle, où il y ait tous les différents stades, des mésoprédateurs, etc., jusqu'aux prédateurs supérieurs, ça peut être une ambition. Je comprends que, naturellement, la gêne et les contraintes que cela pose. Mais on travaille beaucoup au CNP. Mais ce qu'on voit sur tous ces habitants, c'est ce que ça change quand ça s'approche des villes. Et là, d'un seul coup, il y a la réaction on leur impose ces animaux, mais quand ça arrive près des villes, là, d'un seul coup... Alors, quand ça arrive près des villes, c'est le cas, j'étais en Californie il y a 4 ans, et il y avait un coyote à San Francisco. Alors ça avait soulevé, naturellement, une vaste émotion. On le comprend. Et puis là, on a commencé à voir paraître dans la presse française des articles, les loups se rapprochent de Paris. Soyons sérieux. Aujourd'hui, un ancien directeur de service au muséum m'avait dit que les loups en France, il fallait remonter très très loin pour avoir des mortalités humaines. Je veux dire, pour être... Bruno David, vous vouliez intervenir? Oui, simplement en une phrase que j'emprunte à Catherine Larère, la philosophe, qui dit il faut qu'on apprenne à coexister avec le reste du vivant, mais pas nécessairement cohabiter. Ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Et c'est un peu ça, je pense, vers quoi on doit tendre, y compris pour la biodiversité urbaine. On peut pas choisir. Est-ce qu'il y avait une deuxième question ou pas, ou avant l'intervention de Christophe Schwartz? Allez-y. Oui, difficile problème. Faut-il construire les villes à la campagne ou ramener la campagne en ville? Mais existe-t-il une ville où la végétalisation a réussi? Et pour être un petit peu plus loco-régional, si on se réfère à nos voisins, un petit peu au nord, là, où le long de l'autoroute, il y a écrit Metz ville verte, est-ce qu'il y a des différences significatives dans la réussite d'une végétalisation ou de la campagne sur Metz par rapport à Nancy? Comme ça, d'exemple, tu pensais à Angers? Oui, je pensais à Angers, qui est comme assez réputé par rapport à la gestion des natures en ville en général.
Après, pour ce qui est du derby Nancy-Metz, je me prononcerai pas parce que j'ai pas forcément de données chiffrées. Il doit en exister déjà en termes de surface d'espace vert, mais je saurais pas dire vraiment. Après, ce que je pourrais dire, c'est que il y a des travaux qui sont menés depuis quelques années sur des projets nationaux qui vont prendre en considération des villes pilotes au niveau national pour des approches peut-être plus ciblées autour des agricultures urbaines, par exemple, de la biodiversité sur les sols urbains, où là on commence à avoir des idées en termes de différence, j'allais presque dire de qualité de sol ou de santé des sols dans les villes. J'en montrerai quelques exemples tout à l'heure, où on va comparer Nancy, Nantes, Paris, Montpellier, Lyon, etc. Ce que je dirais volontiers par rapport à ces questions-là, c'est qu'on est très, en recherche en tout cas, je pense qu'aujourd'hui on est très centré sur les métropoles. Et j'allais dire, un de mes regrets, mais bon, il suffirait d'y aller et d'aller plus loin dans ces approches-là, c'est qu'on considère beaucoup moins les villes de taille moyenne, voire les villages ruraux. Et je pense qu'il y aurait un intérêt très fort, parce que ça représente finalement des surfaces considérables au niveau national, à aller aussi comparer ce qui se passe dans des villages ruraux, des villes de taille moyenne, plutôt que de comparer systématiquement les métropoles. Alors je suis le premier à mener des travaux de recherche avec des collègues et en partenariat sur les métropoles, mais je leur dis souvent, c'est très métropole centré. Voilà. Alors ça répond pas à votre question pleinement, mais je pense qu'on avance sur ces observatoires de la biodiversité en fonction des villes, ou des observatoires des pratiques d'agriculture urbaine en fonction des villes. Pour Metz-Nancy, je ne m'avancerai pas, parce que j'ai pas les données en tête. Une échappatoire. Augusto. J'ai une petite question sur un concept que vous avez cité rapidement, la libre évolution. Comment peut-on concevoir une libre évolution en ville, avec toute la pression anthropocénique? Il y a justement, moi j'ai pas eu le temps de développer, je m'en excuse, mais il y a des travaux de recherche qui montrent que si vous voulez implanter un espace végétalisé en ville, une forêt urbaine, eh bien il faut certainement laisser ce qu'on va appeler des espaces de libre évolution. Il y a un moment, l'humain a tendance à vouloir gérer. Gérer du début à la fin. Or, il faut laisser, là, aux espèces végétales, par exemple, si vous essayez d'implanter une forêt, il faut laisser une aptitude, je dirais, à ces organismes, j'allais dire, de développer eux-mêmes leur propre organisation in situ. Donc, la libre évolution, en milieu forestier, on est aujourd'hui beaucoup sur la promotion des îlots de sénescence, par exemple, c'est-à-dire d'endroits où on va laisser la forêt accomplir l'intégralité de son cycle, je dirais, de développement, jusqu'à l'effondrement des vieux arbres, etc. Donc laisser une possibilité de libre évolution. C'est vrai pour le monde animal de la même manière. Donc là, j'ai pas eu le temps de développer, mais il y a plusieurs travaux de recherche qui mettent l'accent et qui tentent de montrer qu'il y a un bénéfice à moins gérer, moins gérer la mise en place d'un certain nombre de structures vertes, même en milieu urbain. Et ça, c'était effectivement des études forestières de l'INRA qui montraient effectivement le développement de la biodiversité quand on laissait ce cycle complet se dérouler en pleine nature.